Il y a exactement 3 minutes, le Canada a scellé un pacte qui pourrait changer l'équilibre énergétique de la planète. En silence, sans tirer une balle, il a déconnecté les États-Unis d'une de leurs sources de gaz naturel les moins chères et a redirigé ses navires vers la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Qu'est-ce qui a poussé un pays historiquement dépendant de Washington à se tourner vers l'Orient ? Et pourquoi Trump est-il furieux, désespéré et sans marge de manœuvre ? Ce n'est pas seulement un conflit énergétique, c'est une guerre silencieuse pour le pouvoir. Et elle a déjà commencé. Partie 1, minute 0, le coup de tarif. Tout a commencé comme commencent les actes de guerre en temps de paix, par un décret, une signature et un sourire contenu. Le 4 mars 2025, lors d'une conférence de presse entourée de drapeaux, Trump a annoncé avec enthousiasme un paquet tarifaire historique, 25% sur les importations industrielles générales et 10% spécifiques sur le gaz étranger. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais tout le monde a compris le message. C'était un coup ciblé, chirurgical et nommé le Canada. Pendant des décennies, le Canada a été le poumon énergétique des États-Unis. Des vastes prairies de l'Alberta jusqu'aux terminaux d'exportation de la Colombie-Britannique, le pays du Nord pompait quotidiennement environ 8,8 milliards de pieds cubes de gaz naturel vers le territoire américain. Ce chiffre n'était pas seulement une donnée technique, c'était 8 milliards de dollars annuels. C'était un des contrats, c'était un des emplois, et c'était un des promesses silencieuses de stabilité qui, d'un coup de plume, sont devenues du papier mouillé. Mais le coup de grâce n'a pas été seulement économique. Il a été stratégique. Alors qu'au Henry Hub, épicentre du gaz américain, le prix du million de BTU dépassait 3,74 $, le gaz canadien franchissait la frontière à 71 cents. La différence était scandaleuse. C'était un cadeau déguisé en routine. Mais Trump, obsédé par ce qu'il appelle la souveraineté énergétique, ne l'a pas vu ainsi. Pour lui, c'était une humiliation, un symbole de faiblesse. Et comme il arrive souvent avec les symboles, il a décidé de le brûler. Ce que personne dans son entourage immédiat n'avait prévu, c'est la rapidité avec laquelle Ottawa allait réagir. Au lieu de se lamenter ou de supplier une exemption, le gouvernement canadien a répondu par quelque chose de plus froid que le gaz lui-même. Un ordre exécutif d'indépendance logistique signé à huis clos dans la nuit du 30 juin. Ce qui s'est passé ensuite a été une chorégraphie parfaite entre stratégie, vitesse et détermination. Dans les bureaux de Calgary et Vancouver, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Les traders annulaient des contrats. Les entreprises revoyaient en urgence leurs expositions. Les cartes des flux énergétiques sont devenues méconnaissables en quelques heures. Et les graphiques de volatilité dessinaient un électrocardiogramme du chaos. Pour de nombreux analystes, c'était l'équivalent financier d'un tremblement de terre de magnitude 9. L'expression « sans gaz, bon marché » a commencé à circuler à Washington comme une malédiction. Parce que le gaz canadien n'était pas seulement moins cher, il était aussi stable, sûr et prévisible. 3 qualités qui semblaient maintenant s'évaporer entre les doigts de la Maison-Blanche. Dans un coup de théâtre inattendu, le Canada a fermé la valve diplomatique, laissant Trump non seulement furieux, mais aussi exposé. Le plus frappant fut le symbolisme. Pendant des décennies, les États-Unis avaient joué le rôle du grand frère dans la relation bilatérale. Mais cette fois, c'est le Canada qui a pris l'initiative, tracé un nouveau chemin et clairement montré que les jours de soumission énergétique étaient terminés. Il ne s'agissait plus de combien de gaz était vendu, mais à qui on décidait de le vendre. Et les États-Unis, pour la première fois de l'histoire moderne, n'étaient pas invités au nouveau banquet. Les caméras des médias ont surpris Trump, quittant le bureau ovale sans déclaration, le front froncé et les mains serrées en crochet. À l'intérieur, on analysait des cartes du commerce international, des routes alternatives et des scénarios de représailles. Mais rien ne pouvait inverser ce qui était déjà en cours. Les navires étaient en cours de chargement. Et le gaz, cette artère vitale de l'économie moderne, ne coulait plus vers le sud. Ainsi a commencé le coup de tarif. Pas avec du sang, mais avec du feu. Pas avec des bombes, mais avec des contrats brisés. Et pas avec des soldats, mais avec des tonnes de gaz liquéfié redirigés vers d'autres ports, sous d'autres drapeaux et avec d'autres promesses. Car dans le monde de l'énergie, la loyauté a une date d'expiration. Et cette fois, le Canada n'a pas attendu qu'on la lui impose. Partie 2, Kitimat, l'échappée de glace. Dans le recoin reculé de la Colombie-Britannique, entre des fjords de glace millénaires et des forêts côtières qui murmurent encore des légendes autochtones, s'élève une structure qui va changer la carte énergétique mondiale. Kitimat, un mot que jusqu'à récemment seuls les pêcheurs locaux, les militants écologistes et les ingénieurs géotechniques prononçaient, est devenu l'épicentre d'une révolution. Là, dans ce paysage où l'hiver mord jusqu'aux os et où le sol tremble sous les tempêtes du Pacifique Nord,
le Canada construit sa grande sortie, le premier méga-projet d'exportation de GNL, gaz naturel liquéfié, de son histoire. 40 milliards de dollars, c'est le prix de l'indépendance. C'est le chiffre répété dans chaque document, chaque intervention ministérielle, chaque présentation aux actionnaires. Le projet LNG Canada est bien plus qu'une usine. C'est une œuvre d'ingénierie colossale qui connecte, par un gazoduc de plus de 670 km, les profondes réserves de Dawson Creek aux terminaux cryogéniques de Kitimat. C'est une nouvelle artère, une route alternative, une échappée. Du ciel, les drones captent la complexité de l'opération. Des kilomètres de tuyaux serpentant entre montagnes enneigées, des grues sur pilotis d'acier et des trains de liquéfaction alimentés par l'hydroélectricité. Les 2 trains principaux sont conçus pour produire 14 millions de tonnes annuelles de gaz naturel liquéfié. Pour cela, ils utilisent des turbines de dernière génération développées par JGC et Fluor, combinées à une énergie propre provenant de la Colombie-Britannique. Dans un monde obsédé par les labels de durabilité, Kitimat remplit ce qu'ils appellent un chèque ESG presque parfait. Mais derrière les chiffres, il y a une histoire plus dense, parce que ce projet n'est pas seulement canadien. Il est aussi autochtone. La nation Haisla, historiquement marginalisée par les grandes décisions économiques du pays, a réussi quelque chose d'inédit. Faire partie du cœur du projet. 5,8 milliards de dollars canadiens ont été attribués en contrats locaux et la communauté elle-même a acquis une participation significative dans les infrastructures. Les images des cérémonies traditionnelles créées à côté des installations cryogéniques ne sont pas qu'un geste symbolique. Elles représentent un pacte. Une tentative de corriger des décennies d'exclusion avec présence, représentation et bénéfices réels. Pendant 7 ans, plus de 50 000 emplois ont tourné autour de ce colosse. Ingénieurs, soudeurs, transporteurs, électriciens, experts en biologie marine et négociateurs environnementaux. Tous ont dû affronter un environnement brutal. Des hivers où les machines gèlent, des normes environnementales qui changent chaque mois et des protestations organisées par les défenseurs de la rivière Skeena qui accusent le projet de modifier irréversiblement les écosystèmes du saumon. Aux abords des accès, des banderoles usées par la neige se dressent encore avec des messages tels que « Sauvons le Skeena » et « Ne vendez pas notre air ». La résistance, bien que minoritaire, a été constante. Certains programmes de radio à Vancouver dénoncent que les incitations fiscales accordées au projet, des réductions de taxes carbone aux exonérations de taxes sur les ventes, ont créé un précédent dangereux. D'autres, au contraire, applaudissent le pragmatisme d'un gouvernement qui comprend qu'il ne peut pas rivaliser avec les géants de l'énergie sans accorder d'avantages stratégiques. Pourtant, le pays est divisé. Dans les talk-shows de Toronto et Montréal, les intervenants débattent pour savoir si cette nouvelle alliance entre pétrole, gaz et peuples autochtones représente une trahison à la promesse du « Net Zéro 2050 » ou si c'est au contraire la seule façon de financer une transition énergétique sans appauvrir les provinces productrices. Car s'il y a une chose claire, c'est que le gaz est désormais une arme. Et Kitimat en est la fabrique. Le moment de tension maximale est arrivé à la tombée de la nuit. Une caméra installée sur un mât d'acier a capturé l'instant exact où le GasLog Glasgow, premier méthanier de la série, s'alignait près du terminal cryogénique. Sous de puissants projecteurs et avec les alizés du Nord rugissant au-dessus de l'eau, le processus de chargement a commencé. La vapeur s'élevait comme un brouillard dense tandis que les bras articulés se connectaient au réservoir de stockage. C'était comme voir une opération chirurgicale à une échelle titanesque. Les opérateurs ne parlaient pas. Personne ne parlait. Ils savaient que ce moment marquait le début de quelque chose d'irréversible. Quelques heures plus tard, sans célébration, sans feu d'artifice, le GasLog Glasgow a allumé ses moteurs et s'est lentement glissé dans les eaux sombres du canal Douglas. Sa destination n'était ni Houston, ni la Floride, ni la Louisiane. Sa destination était l'Asie. L'indépendance canadienne n'était plus une aspiration. C'était un fait. Un navire chargé de gaz naviguant vers l'Orient, un pays prenant le gouvernail de son futur énergétique. Et un continent qui, sans tout savoir encore, venait de s'éveiller à une nouvelle ère. Partie 3, Pacifique Nord, l'Orient Express énergétique. À 23h59, le 30 juin 2025, l'horloge du port de Kitimat marquait le début d'une nouvelle ère. Le GasLog Glasgow, désormais entièrement chargé de gaz naturel liquéfié canadien à moins 162 degrés Celsius, quitta lentement le quai dans un brouillard presque cinématographique, accompagné du silence contenu des opérateurs à terre. Personne n'applaudit, personne ne porta de toast. Car ce n'était pas une inauguration, c'était un adieu au passé énergétique du Canada et à sa dépendance ancienne au marché américain. Avec ses réservoirs brillants sous la Lune et sa proue pointant vers le détroit des Cates, le navire commença la traversée que
Pendant plus d'un siècle, le Canada avait évité, commercer directement avec l'Asie sans intermédiaire, sans escale et sans permission. Le time-lapse de sa route, enregistré par satellite, est aussi illustratif que symbolique. De Kitimat au détroit de Juan de Fuca, longeant la côte sud-ouest de la Colombie-Britannique, puis directement vers le Pacifique ouvert. En à peine 10 jours, le navire atteindrait Yokohama, au Japon, sans avoir à traverser le canal de Panama ni emprunter des routes saturées par le trafic atlantique. Le voyage était plus court, plus économique, plus sûr. Et pour les partenaires asiatiques, plus prometteur. Car à l'autre bout de l'océan, la demande n'existe pas seulement, elle brûle. Au Japon, la catastrophe de Fukushima a laissé une blessure énergétique ouverte. Depuis, le pays le plus technologiquement avancé du continent lutte pour reconstruire sa matrice énergétique sans dépendre du charbon ni du nucléaire. Le gaz naturel liquéfié est devenu son oxygène. Plus de 80% de l'électricité japonaise dépend de sources importées. Et les prévisions pour 2026 indiquent une augmentation minimale de 20 millions de tonnes annuelles de GNL. De son côté, la Corée du Sud a adopté une stratégie agressive d'expansion énergétique, doublant sa capacité de stockage au cours de la dernière décennie. L'instabilité des marchés européens, les sanctions contre le gaz russe et la concurrence avec la Chine ont poussé Séoul à sécuriser des approvisionnements à long terme auprès de fournisseurs politiquement stables, climatiquement efficients et géographiquement avantageux. Le Canada correspondait parfaitement à ce profil. Mais la pépite géostratégique la plus convoitée par Ottawa ne se trouvait ni à Tokyo ni à Séoul, elle était à Pékin. La Chine, anticipant le durcissement de l'hiver 2025-2026, a signé une série de contrats pluriannuels avec LNG Canada avant même que le premier navire ne soit chargé. Des sources officieuses affirment que ces accords incluent des prix préférentiels, des clauses d'exclusivité et des garanties de livraison même dans des conditions climatiques extrêmes. Pour la Chine, le gaz canadien représente une carte d'indépendance face aux aléas du Qatar, au retard de l'Australie et aux tensions avec les États-Unis. À l'échelle mondiale, la reconfiguration est totale. Les sanctions contre le gaz russe ont poussé l'Europe à chercher des alternatives en Méditerranée et en Afrique de l'Ouest, détournant des flottes entières qui, auparavant, se disputaient l'approvisionnement de l'Asie. Cela a provoqué une distorsion des prix. Le marché spot du GNL a commencé à enregistrer des sommets historiques avec des enchères dépassant les 35 $ américains par million d'unités thermiques britanniques, tandis que les contrats à long terme avec le Canada se négocient à une fraction de cette valeur. Du point de vue logistique, l'avantage canadien est indiscutable. Chaque voyage de Kitimat vers l'Asie permet d'économiser des dizaines de millions de dollars en fret, assurances et taxes portuaires comparé aux routes impliquant le passage par le canal de Panama ou le détroit d'Ormuz. Les navires bêcheux consomment non seulement moins de carburant, ils évitent aussi des zones de piraterie élevées, de congestion et de risques politiques. Et cela, dans le monde du commerce global, c'est de l'or liquide. Lors d'une conférence à Nagoya, un négociateur japonais a comparé le temps de livraison depuis Kitimat à celui des fournisseurs traditionnels. Ce qui prenait auparavant 20 jours depuis le Qatar, nous le recevons maintenant en 10 jours depuis le Canada. C'est comme si l'horloge énergétique de l'Asie s'était accélérée en notre faveur. Pendant ce temps, il y a Washington, la surprise était totale. Dans une salle de situation annexe à la Maison-Blanche, les moniteurs montraient à la route du Gaslog Glasgow s'éloignant du radar énergétique américain. Un analyste du département de l'énergie a lâché à la presse une phrase lapidaire « Nous les avons perdus. Nous avons perdu le Canada. Et nous ne nous en sommes rendus compte que lorsque le navire n'était plus à nous. » La réaction ne tarda pas. Dans les médias conservateurs, on accusa le gouvernement d'avoir « dormi au volant ». Tandis que le Canada construisait un canal invisible vers l'Asie. Les émissions d'analyse politique firent de Kitimat le mot à la mode, et certains demandèrent même des sanctions contre les compagnies maritimes impliquées dans le projet. Mais le coup le plus douloureux ne vint pas du discours public, mais de la réalité des contrats. Plusieurs entreprises énergétiques américaines qui achetaient auparavant du gaz canadien à bas coût durent rivaliser sur le marché mondial, affrontant des prix 5 ou 6 fois plus élevés. Cela se répercuta inévitablement sur le consommateur. Dans les États du Midwest, où l'hiver peut être brutal, les factures de gaz commencèrent à augmenter. Et avec elles, les protestations. Au Michigan, Ohio et Wisconsin, des usagers furieux inondèrent les réseaux sociaux de messages tels que « Où est notre gaz canadien ?» et « On nous a punis pour quelque chose que nous n'avons pas fait ». Ce que personne ne semblait se rappeler, c'est que cette issue n'était pas spontanée. Elle fut le résultat direct d'une série de décisions politiques, tarifaires et stratégiques qui poussèrent le Canada à regarder vers un autre horizon. Et maintenant, cet horizon se remplit de navires. Des dizaines de méthaniers, certains déjà sous pavillon chinois, d'autres affrétés par des conglomérats japonais, traversent le Pacifique comme jamais auparavant. Car lorsqu'un pays ouvre une nouvelle porte, il n'est pas toujours prêt
à revenir par l'ancienne. Kitimat n'est pas seulement un port, c'est un message. Un symbole que, même dans le monde hyper connecté de l'énergie globale, la géographie a encore le dernier mot. Et cette fois, ce mot fut prononcé dans une langue différente, en route vers une destination différente, avec des alliés qui n'ont plus besoin de traducteurs. Partie 4, futur incertain, la guerre du gaz 2.0. Le premier navire a déjà levé l'ancre. Les contrats sont signés et les titres internationaux célèbrent l'entrée du Canada dans le grand jeu de l'énergie mondiale. Mais derrière cette victoire commerciale se cache un champ de mines de décisions encore plus explosives. Car la guerre du gaz n'est pas terminée. Elle vient à peine de commencer sa deuxième phase et les protagonistes déplacent déjà leurs pièces comme si l'échiquier était une partie sans trêve. Ottawa le sait, Kitimat ne peut être la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. C'est pourquoi, tandis que les premiers contrats asiatiques commencent à être exécutés, le gouvernement fédéral et ses partenaires plaidaires privés préparent le prochain coup. Doubler la capacité de production de LNG Canada de 14 à 28 millions de tonnes annuelles, ce qui placerait le Canada dans le top 5 exportateurs mondiaux, devant Oman et frôlant les chiffres des États-Unis. Mais l'expansion n'est pas simple. Elle exige un investissement colossal. Selon les estimations du secteur, il faudra entre 45 et 60 milliards de dollars supplémentaires pour achever la deuxième phase du projet. Dans un monde affecté par des taux d'intérêt élevés et un capital de plus en plus volatile, réunir cette somme ne sera pas qu'une question de chiffres. Ce sera une question de politique, de diplomatie et de légitimité sociale. Les banques traditionnelles hésitent. Les assureurs exigent des engagements climatiques. Les fonds internationaux liés aux critères ESG demandent des garanties de respect environnemental et de participation autochtone. Et pendant ce temps, les marchés spéculent. Cette expansion va-t-elle valoir la peine si le prix spot du GNL chute en 2026 ? Que se passera-t-il si la demande chinoise se tasse ou si les tensions avec les États-Unis s'intensifient à un nouveau niveau ? À Washington, le terme « représailles énergétiques » commence à circuler. Bien que l'administration Trump nie publiquement tout plan de sanctions, des sources du Congrès évoquent de nouveaux tarifs douaniers ciblant les machines lourdes canadiennes, les infrastructures énergétiques partagées ou même les compagnies maritimes participant au circuit asiatique. Certains conseillers ont suggéré de faire pression diplomatiquement sur le gouvernement panaméen pour compliquer le passage des navires canadiens par le canal, utilisant la vieille technique de blocus doux. D'autres, plus radicaux, misent sur une stratégie de contre-attaque industrielle. Étendre massivement les terminaux d'exportation de la côte du Golfe, assouplir les régulations environnementales et subventionner avec de l'argent fédéral les producteurs de gaz du Texas et de Louisiane pour retrouver de la compétitivité face à la vague canadienne. Une carte de Bloomberg divulguée par erreur lors d'une présentation interne au département de l'énergie affichait une phrase alarmante. « La guerre froide du gaz a commencé. Le Canada n'est pas un allié, c'est un concurrent. » Au milieu de cette tempête, le Qatar et l'Australie ne restent pas les bras croisés. Doha a lancé une offensive tarifaire agressive, offrant des contrats à long terme aux pays d'Asie du Sud-Est à des tarifs historiquement bas. En réponse, Canberra a annoncé qu'elle accélérerait l'extension de ses usines de Darwin et Gladstone, avec pour objectif de rester dans le top 3 mondial. La carte énergétique mondiale se réorganise à toute vitesse, et le Canada n'est plus le nouvel invité, mais l'adversaire à battre. L'Europe, quant à elle, observe avec ambiguïté. Après la quasi-rupture totale de l'approvisionnement russe, les pays de l'Union cherchent à diversifier leurs sources sans tomber dans une nouvelle dépendance. Certains ministres de l'énergie d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas ont déjà voyagé à Ottawa pour explorer des accords bilatéraux. Mais Trudeau reste prudent. Il sait que tout mouvement vers l'Europe pourrait être perçu comme une menace directe par les États-Unis, qui ont historiquement considéré le marché européen comme leur cour d'influence énergétique. Mais les dilemmes ne se limitent pas à l'étranger. Chez lui, Trudeau fait face à son épreuve la plus difficile. Soutenir le projet sans trahir son discours environnementaliste. Car bien que LNG Canada soit partiellement alimenté par l'hydroélectricité et ait une empreinte carbone inférieure à beaucoup de concurrents, c'est toujours un projet fossile. Et cela crée des tensions croissantes dans une société divisée entre réalisme économique et idéalisme climatique. Les manifestations reprennent. À Vancouver, des milliers de manifestants ont bloqué l'accès aux bureaux d'Enbridge et TC Energy. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #NetZeroTrader devient viral, accusant le gouvernement de privilégier les profits des compagnies pétrolières au détriment de l'avenir de la planète. Certains groupes annoncent des poursuites judiciaires, citant des traités internationaux et des engagements pris lors des COP 26 et COP 28. Trudeau, pour sa part, apparaît à la télévision avec l'air fatigué de celui qui tente de concilier des mondes irréconciliables. Le Canada peut être à la fois un leader énergétique et un leader climatique, déclare-t-il. Mais le pays n'en est pas si sûr.
Et à ce stade surgissent tous les questions les plus embarrassantes. Des questions auxquelles aucun comité parlementaire ne peut répondre facilement. Que fera Washington si le Canada parvient à doubler sa production et à déloger une partie de la part américaine en Asie ? Que se passera-t-il si les communautés autochtones, jusqu'ici alliées du projet, réclament plus de participation ou intentent des poursuites pour non-respect des accords ? Le Canada pourra-t-il soutenir cette expansion si le prix international du gaz s'effondre à cause d'un ralentissement mondial ou d'une nouvelle crise financière? Et que se passera-t-il si la pression climatique, tant interne qu'externe, transforme le GNL en cible principale des militants environnementaux radicaux? La scène finale de cette partie du conflit est muette, mais elle en dit long. Un drone survole le port de Kitimat au crépuscule. Des dizaines de méthaniers chargent sans relâche. Les lumières des grues clignotent comme des lucioles industrielles dans le brouillard. Et à l'écran, sur ce plan aérien, apparaît une phrase